Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde de l'association Futurisme International intitulée La PAC des deux mondes, quelle perspective pour la politique agricole de l'Europe? C'est une PAC, un titre, pardon, dont on expliquera tout à l'heure un petit peu mieux le contenu, mais pour déjà lever un tout petit bout du voile, l'idée c'est de dire que cette PAC, cette politique agricole commune, elle a été conçue il y a maintenant un certain nombre d'années. Elle a été conçue à partir de 2018. Les règlements qui la mettent en œuvre ont été développés en 2021 et 2022. Elle va courir jusqu'en 2027. Et depuis 2018, un certain nombre d'événements importants, notamment d'ordre géopolitique, mais aussi la crise sanitaire du Covid, se sont invités dans le décor et ont finalement assez fortement chamboulé le paysage dans lequel la PAC initiale avait été conçue. Ces crises, elles ont remis en avant l'importance cruciale des questions d'agriculture et d'alimentation, et elles ont d'ailleurs permis que le concept de souveraineté alimentaire, qui maintenant fait florès, se développe de manière relativement forte. Donc, ce soir, on va s'intéresser à cette politique agricole commune sous deux angles principaux. D'abord, un premier angle qui est plutôt celui de son processus d'élaboration et de gestion, qui est assez révélateur des transformations aujourd'hui en cours dans la façon de concevoir les politiques européennes, tension entre la dimension européenne et les ambitions européennes qui sont de plus en plus affirmées, et en même temps une place accrue aussi des États-nations. Et puis nous allons bien évidemment, et surtout je dirais, nous intéresser aussi au contenu de cette politique agricole commune, et puis aux différentes perspectives, aux enjeux d'avenir aussi qu'elle dessine, en ouvrant évidemment sur la prochaine PAC, celle qui verra le jour donc à partir de 2027, quand la PAC actuelle s'achèvera. Pour cette table ronde, on s'appuie donc sur un article qui a été publié dans le cadre donc du rapport Demeter, voilà, rapport que je présente ici. Article écrit par les deux intervenants qui sont les deux intervenants phares de notre table ronde. Donc d'une part, Marine Raffray, qui est agroéconomiste à la Chambre d'agriculture France et doctorante au sein du laboratoire Regard de l'université Reims-Champagne-Ardenne, et Angelo Di Mambro, qui est journaliste indépendant et réalisateur spécialisé dans les politiques agricoles et environnementales de l'Union européenne. Et puis, avec eux et en introduction, donc, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Sébastien Abyss, qui malheureusement ne pourra pas rester pendant l'ensemble de cette table ronde, car il a d'autres engagements ce soir. Sébastien Abyss, c'est donc le directeur du Club Demeter, qui a donc publié ce rapport Demeter 2023 dans lequel cet article s'inscrit. Sébastien est aussi géopolitologue, et donc ça nous intéresse, Sébastien, peut-être en quelques mots que tu nous dises d'abord ce qu'est le Club Demeter, donc dans quel cadre s'inscrit finalement ce rapport et puis cet article, et puis d'autre part que tu nous campes un tout petit peu le paysage de en quoi finalement les événements géopolitiques de ces dernières années, et puis peut-être aussi de ces derniers jours, rebattent un tout petit peu les cartes, ou assez profondément les cartes, sur la façon dont se posent les principaux enjeux dans le domaine agricole. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci François, et merci à Futurisme d'avoir pris l'initiative de ce débat important sur le futur de la politique agricole commune dans l'Union européenne. Je vais en dire un mot et expliquer d'abord en effet qu'au Club Demeter, qui est une association qui regroupe aujourd'hui 80 entreprises, une vingtaine d'écoles de l'enseignement supérieur, 5 ministères, une cinquantaine d'experts associés. Nous avons une activité en fait qui n'est pas ouverte aux non-adhérents du Club Demeter, mais on a une particularité, c'est que depuis bientôt 30 ans, cette association dirige et organise la publication d'un ouvrage académique qui est complètement indépendant, avec un comité scientifique, et qui a été en 2023 la 29e édition de Demeter. Et cet ouvrage n'a pas d'équivalent dans le paysage francophone. C'est le seul ouvrage annuel qui fait le point sur les questions agricoles, les questions alimentaires, les questions de développement rural, les questions géoéconomiques et géopolitiques qui croisent ces secteurs d'activité. Et le Demeter a en effet une particularité,
de proposer chaque année des clés sur un certain nombre de thèmes avec un accent très, très prospectif et très stratégique. Donc ce rapport académique est publié chaque année au mois de février et le comité scientifique avait décidé de consacrer l'édition 2023 à la question de la durabilité parce que, évidemment, c'est incontournable et on sait qu'au cours de ce 21e siècle, les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux et finalement pas qu'européens, pas que français, pas que dans les pays très développés, partout sur la planète, il y a cette double exigence de maintenir des productions agricoles parce que la sécurité alimentaire, c'est l'une des premières bases de la et des stabilités au sens collectif, mais on sait aussi qu'il va falloir changer de trajectoire, que la décarbonation de l'économie, la préservation des ressources naturelles, tous ces grands défis de la durabilité sont aussi très au fait des questions agricoles, alimentaires. Donc ces secteurs d'activité sont concernés par des changements, des transitions, voire des révolutions, de nouvelles révolutions de produire au cours de ce siècle. Et donc on a cette édition qui est sorti en février dernier, qui s'appelle La durabilité à l'épreuve des faits, parce qu'également, en effet, et François l'a souligné, on a un contexte international qui s'est un peu durci sur le plan stratégique, sur le plan de la coopération, qui font que les règles du jeu changent et que les acteurs, leur rapport de force, évolue. On a peut-être un monde aujourd'hui hyper connecté, mais qui n'a jamais autant avancé séparément, avec des agendas bien conditionnés à des intérêts domestiques. Et c'est vrai que dans le Déméter, la dernière édition revient à travers une série d'analyses, de chapitres. C'est 1 kilo de connaissances, 400 pages. Il y a plus d'une cinquantaine d'auteurs. Angelo et Marine en font partie dans l'édition. Il y a beaucoup de chiffres, des cartes, il y a tout ce qu'il faut savoir. Mais nous avons souhaité cette année attirer l'attention sur le fait que à ce combat climatique que les mondes agricoles doivent faire, à la fois pour s'adapter au changement climatique, mais aussi pour changer leurs pratiques, pour alléger la hausse des perturbations météorologiques, il y a un deuxième combat en fait qu'il faut mener, qui est un combat productif, au sens va-t-on pouvoir continuer à produire en agriculture et va-t-on produire dans les mêmes zones que nous le faisons actuellement et avec les mêmes intentions de partager parfois de la nourriture pour des marchés avec des règles communes et finalement une interdépendance qui s'est dessinée aussi ces dernières années, parfois à excès, parfois avec des bienfaits. Et donc, on a mis l'accent là-dessus et c'est vrai que quand on prend le sujet de l'Europe et de la politique agricole commune, on a eu en 2019 une commission et un parlement qui se sont installés avec deux mots-clés. On nous a parlé du Green Deal et on nous a parlé d'un réveil géopolitique de l'Europe. Et en fait, la commission en 2019, à commencer par la présidente von der Leyen, avait vu très juste en insistant sur le fait que l'Europe devait démarrer la décennie 2020 avec à la fois un agenda climatique, mais aussi un réveil géopolitique. Et force est de constater, en octobre 2023, que ce que l'Europe a décidé de mettre comme deux piliers en 2019 est encore plus important, plus prégnant et plus juste stratégiquement en 2023. Sauf que l'accent a peut-être été mis davantage sur le Green Deal, l'environnement, le climat, que sur le réveil géopolitique, quand bien même entre le Covid, entre les chocs économiques, le retour de la guerre dans le voisinage européen, on voit qu'on a une Europe aussi qui se repose des questions sur ses intérêts à défendre, les capacitaires à entretenir, les sécurités à évidemment préserver pour les citoyens européens, et même peut-être une question qui augmente avec les dernières semaines, qui est de savoir est-ce que finalement, quand on produit en Europe, on doit produire que pour le marché européen ou est-ce que la vision doit à nouveau s'élargir, sachant qu'il y a toute une partie du monde qui, pour des raisons climatiques ou géopolitiques, ne produit pas plus et pire, parfois va produire beaucoup moins. Et donc, dans une planète peuplée de 8 milliards d'habitants, est-ce que l'Europe peut finalement devenir un paradis vert, décarboné, replié sur lui-même, indifférent aux secousses ou aux enjeux mondiaux, ou au contraire essayer de retrouver un équilibre?
Et donc, je pense que le débat de ce soir est intéressant sur la PAC des deux mondes. Et je remercie et je salue à la fois Marine Raffray et Angelo Di Mambro qui ont contribué au Déméter et qui travaillent beaucoup sur ces sujets, qui vivent le sujet de la PAC plus quotidiennement que moi, de nous éclairer sur où on en est un peu, puisque précisément aussi, dans le dernier discours sur l'état de l'Union européenne, la présidente von der Leyen, qui a priori est candidate à sa réélection, va voter en Europe en 2024, a quand même dans son discours en septembre dernier parlé beaucoup d'agriculture, parlé beaucoup d'industrie, rappelé qu'il y avait des aspects de sécurité humaine qui reposaient principalement sur l'alimentaire et que, évidemment, la politique agricole commune était l'un des piliers historiques de l'Union européenne, mais peut-être aussi finalement encore cette politique assez atypique dans le paysage européen, la seule politique communautaire, qui pourrait être amenée demain à jouer un rôle peut-être grandissant sur les transitions énergétiques, sur la bioéconomie, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc, la PAC des deux mondes, c'est parce que l'Europe, précisément aujourd'hui, doit combiner Green Deal et géopolitique, la mandature précédente et celle qui vient, et évidemment, un sujet non négligeable qui est de savoir quelle sera la composition de l'Union européenne après 2030 avec la prochaine PAC. Est-ce que l'Europe sera composée de 27 États membres, de 33, de 40, et avec un acteur comme l'Ukraine qui est une superpuissance agricole, qui rentrant dans l'Union européenne pourrait à la fois affaiblir les systèmes agricoles européens, mais aussi, si on raisonne puissance, en fait donner de la robustesse, de la consistance et plus de volume dans les productions européennes. Donc tout dépend du projet politique et du raisonnement de puissance, et donc finalement aussi d'une vision un peu géopolitique que l'Europe voudra avoir avec sa politique agricole commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien pour cette mise en perspective tout à fait éclairante. Et donc on te souhaite une excellente soirée puisque malheureusement tu ne peux pas rester beaucoup plus longtemps avec nous. Voilà. Alors, tu as commencé à répondre à la question, mais de pourquoi ce titre finalement de PAC des deux mondes, mais j'ai envie de la reposer aussi à Angelo, parce que c'est le titre finalement de l'article que vous avez écrit avec Marine dans le Club Déméter. Bon, Sébastien l'a déjà un peu mentionné, il y a cette alternance, ces objectifs divers qui sont peut-être contradictoires, peut-être complémentaires, hein, qui ont été mis en avant par Sébastien. Il y a aussi une dimension un petit peu temporelle, me semble-t-il. Voilà, Angelo, c'est quoi, pourquoi cette PAC des deux mondes, c'est quoi ce titre un petit peu qui peut apparaître comme ça, comme étant un petit peu obscur? Mais merci François. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'une réforme conçue en 2018. Proposée en 2018. La mise en place date 2023, début 2023, et elle va se dérouler jusqu'à 2027. Il y a presque 10 ans, que pourrait valoir comme un siècle, si on regarde les changements du décor international. Alors, la première idée, la première version de la réforme est basée sur l'idéologie, sur la méta-récit, la méta-narration de l'agenda 2030. On parle des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est aligner aussi la méthode de la réforme conçue par la réforme. Enfin, il s'agit d'un nouveau modèle de gestion. Il n'y a pas de grandes nouveautés sur le plan des outils de politique agricole, et qu'elles restent toujours les mêmes. Il n'y a pas de grandes nouveautés sur le verdissement qui est là, mais il n'y a pas d'obligation. Est un PAC basé essentiellement sur son transfert de pouvoir aux États membres, que prend en charge l'application. 9 objectifs communs au niveau européen et l'application laissée au niveau national. Et là aussi, on voit l'empreinte de l'agenda 2030. Non, on se met d'accord, on partage des objectifs communs de développement durable, mais le niveau particulier, il faut les laisser l'aboutir avec les moyens qu'ils préfèrent. Mais c'est aussi une réforme dictée par
des exigences très, très futiles, très concrètes, pas futiles. Il y a la nécessité de remettre main à la PAC parce qu'il y a la nécessité de remettre main au bilan, au budget de l'Union européenne, parce qu'il y a des nouvelles priorités pour l'Union européenne et l'agriculture n'est pas entre eux. Et aussi, il y a un choix de couper le personnel de la Commission européenne de Direction générale de l'agriculture de 10%. Et cela amène nous tous à avoir une première version de la réforme qui essentiellement est une dérogation des pouvoirs aux États membres, déclenchée par la coupe de la fiche financière de la PAC et la rétraction de la Commission européenne de la gestion directe de la PAC. Le verdissement est là, mais sans aucune obligation. 2019, le pacte vert arrive et il y a des éléments de nouveautés. Le pacte vert, c'est un grand plan stratégique, une grande stratégie qui s'est basée aussi sur un côté mondialiste. Le côté géopolitique du pacte vert, c'est l'objectif géopolitique du pacte vert, c'est réanimer l'OMC, réanimer l'Organisation mondiale du commerce. Cette idée que la lutte au changement climatique est non seulement compatible avec l'OMC, mais peut corriger des distorsions de le commerce multilatéral global et pour réanimer enfin l'ordre du commerce multilatéral global est là du début. Et alors, le verdissement devient l'élément central dans les débats sur la PAC. Les composants économiques et sociaux de la durabilité sont totalement obscurés. De l'autre côté, il y a la proposition de mettre l'agriculture dans son système agroalimentaire. C'est l'idée centrale de la stratégie de la ferme à la table. L'agriculture perd de centralité parce qu'on ne s'occupe pas juste du secteur agricole, on s'occupe du système agroalimentaire. Après l'invasion russe de l'Ukraine, pas trop après la pandémie, mais après l'invasion russe de l'Ukraine, vous voyez qu'il y a des tensions ici. Hein? Il y a plus pouvoir aux nations, mais un projet ambitieux, mondialiste, d'affirmer l'Europe encore comme puissance normative, puissance de standard commercial vert et de la durabilité d'un côté, et il y a plus pouvoir aux États membres de l'autre côté. Cette tension entre universalisme et nationalisme, on pourrait dire comme ça devient contradiction après 2022, et la contradiction, ça devient immobilisme. Si on regarde les 27 initiatives annoncées par le plan d'action de la ferme à la table, moins que la moitié, plus que la moitié, pardon, n'a pas été présenté, pardon. Et aussi, c'est là, comme on voyage dans l'histoire avec les visages tournés vers le passé, non, comme Walter Benjamin disait. Pour nous aussi, pour nous, quand on a écrit cet article l'année passée, c'était fin 2022, il y a des éléments nouveaux. Dans la PAC du futur, très probablement, on va rester, nous on avait dit 3 éléments, les éléments nation, les éléments durabilité, les éléments système agroalimentaire. Mais vu les derniers développements, cet immobilisme sur cette notion de système et les relances de l'agriculture avec les secteurs agricoles, le dialogue, pardon, avec les secteurs agricoles annoncé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme Sébastien disait il y a quelques minutes, alors il y a des doutes sur la prosécution de cette approche des systèmes. C'est là que peut-être il faut déjà faire évoluer notre approche. Mais si vous voulez, je peux élaborer un peu plus sur l'histoire parce qu'il y a beaucoup de passages, mais je pense que pour commencer, c'est suffisant.
Merci beaucoup, Angelo. Oui, déjà une première introduction, c'est très bien. Alors plutôt sur un mode un petit peu négatif, disons, en tout cas en mettant l'accent sur l'immobilisme finalement, qu'ont entraîné le choc entre à la fois les ambitions affirmées dans la PAC, aussi dans le Green Deal, dans un certain nombre d'autres stratégies, et puis le choc avec finalement les réalités géopolitiques. Alors, ça ne nous empêche pas quand même de nous intéresser au contenu de cette PAC, qu'on essaye de comprendre d'abord un petit peu ce qu'il y a dans cette PAC 2023-2027, quels sont les principaux sujets qui sont traités, quels sont les principaux objectifs qui sont affirmés. Et donc là, je me tourne vers vous, Marine, pour que vous puissiez nous présenter peut-être quelques éléments de contenu rapidement qui puissent nous donner un petit peu une vision des grandes lignes de la PAC. Certains participants les connaissent sans doute très bien, d'autres sont peut-être un peu plus néophytes. Oui, merci François. Et alors, je vais vous proposer de partager quelques éléments, étant donné qu'il y a quelques chiffres dans ce que je vais évoquer. Il sera sans doute plus aisé d'avoir ces chiffres sur vos écrans. Tout d'abord, reprendre, pour expliquer le contexte de cette nouvelle PAC, reprendre les éléments de budget qui sont au centre des discussions à chaque préparation de nouvelles programmations PAC et de nouvelles programmations budgétaires de l'Union européenne. Vous avez ici sur cette diapositive un tableau issu d'un rapport qui a été publié en 2022 de l'Institut Tunen et qui compare les évolutions de ce que c'est exactement un miroir de ce que rappelait Angelo lorsqu'il mentionnait ces différents mondes par lesquels la PAC et l'Union européenne est passée au cours de ces diverses années. Bien, un des symboles de cela, c'est les modifications du cadre financier pluriannuel, même si elles restent toutefois relativement limitées. Mais néanmoins, le point de départ, vous l'avez dans la première colonne qui vous montre le cadre financier pluriannuel de la précédente programmation, 2014-2020, avec ce budget total de l'Union européenne sur la première ligne, puis celui consacré à la PAC, et sur les deux suivantes, celle consacrée au premier pilier d'une part, au second pilier d'autre part, et en pourcentage, ce que représente la PAC dans le budget total de l'Union européenne. On a eu ensuite, en 2018, une proposition de la Commission européenne pour le budget, pour le cadre financier pluriannuel de l'Union. Ce budget, vous voyez que pour la politique agricole commune, la seconde ligne, il était annoncé en forte diminution par rapport à la programmation sortante sur les deux piliers et avec une nette dégringolade de ce que représente la PAC dans le budget total de l'Union européenne. Au fur et à mesure des négociations, mais également avec la crise sanitaire, nous avons eu de nouvelles propositions qui ont été formulées au courant de l'année 2020, donc avec la pression exercée par les États membres, par le Parlement européen, et on a abouti sur une proposition révisée qui est sur la droite de votre écran, avec toutefois donc, toujours une baisse du budget de la PAC en euros constants, si on tient compte de l'inflation, inflation qui n'était pas du tout envisagée, anticipée au niveau où elle est actuellement. Donc évidemment, le budget de la PAC actuellement est amputé et va l'être au fur et à mesure des années puisque l'inflation se révèle beaucoup plus importante. Donc ça fait baisser la valeur de ce budget. Donc, on a réussi néanmoins à sauvegarder en euros courants à peu près le niveau financier sur lequel ensuite les interventions de la politique agricole commune ont pu être déterminées par les États membres, mais pas en euros constants. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu pragmatique de commencer par ça, mais c'est vraiment le nerf de la guerre de chaque discussion sur les réformes de la PAC. Les États membres, le Conseil notamment, avec les représentants des chefs d'État et des ministres de l'Agriculture, bataillent pour préserver d'une part un CFP qui soit à la hauteur des enjeux, et d'autre part pour les États membres qui sont les plus
destinataires du budget de la PAC, et la France en fait partie au tout premier rang, et bien préserver un rôle de l'agriculture qui demeure important, même si, Angelo l'a rappelé, on a de nouvelles priorités qui sont apparues pour cette nouvelle programmation et qui ont fait reculer le poids de la PAC dans le budget commun, donc à 31%. Alors, une fois cela établi, vous donner quelques éléments rapides sur les nouveaux instruments qui sont apparus dans cette nouvelle réforme pour donc la programmation 2023-2027. Je vous propose d'en retenir deux principaux, parce qu'on pourrait rentrer dans le détail de marges de manœuvre qui ont été assouplies ou rendues plus contraignantes, mais vraiment les deux nouveaux instruments, c'est d'une part dans ce qu'on appelle les outils de soutien économique, les interventions sectorielles, et d'autre part, du côté des interventions davantage tournées vers des objectifs environnementaux et climatiques, les écorégimes. Les interventions sectorielles, il s'agit d'outils qui sont calqués sur ce qu'on faisait pour le secteur des fruits et légumes, de l'huile d'olive, de la viticulture traditionnellement. Et plus précisément, on a calqué le modèle applicable sur les fruits et légumes. Il s'agit en fait d'aides qui sont destinées aux organisations de producteurs, donc d'agriculteurs de l'Union européenne, qui se regroupent pour davantage peser vis-à-vis de l'aval, pour mettre en commun des moyens de production, de transformation. Et on a élargi en fait la possibilité d'accorder ces aides sectorielles à d'autres secteurs que les secteurs que j'ai cités, qui en étaient traditionnellement destinataires. Donc, ce qu'on a regardé pour cet article, c'est quels États membres y avaient fait appel. Et on a pu voir que dans les programmes, les plans stratégiques nationaux qui avaient été déposés par chaque État membre, finalement, ces interventions sectorielles, qui sont donc de nouveaux outils, encore une fois, restent très limitées. Ça va pouvoir changer au fur et à mesure des années de la programmation. Ça va être le cas pour la France, qui n'avait pas inscrit ce type d'intervention lorsqu'elle a déposé sa première version de plan stratégique national auprès de la Commission européenne, et qui va en ajouter à partir de l'année 2024. Donc ça, c'est le premier élément. Et le second outil, donc ces écorégimes, alors ils visent, leur autre nom, c'est donc le programme pour le climat, l'environnement et le bien-être animal. Ils sont dans le premier pilier, tout comme les interventions sectorielles d'ailleurs, et ils visent à rétribuer les agriculteurs pour des pratiques favorables, comme leur nom l'indique, à l'environnement ou au climat. Les États membres ont l'obligation d'y consacrer un quart de l'enveloppe des paiements directs. Donc, c'est quelque chose d'ambitieux pour un nouveau type de mesure. Un quart de l'enveloppe des paiements directs qu'ils reçoivent dans le cadre de la politique agricole commune. C'est une aide qui se présente sous forme de paiement à l'hectare et qui donc doit récompenser entre autres donc, des pratiques qui visent à atténuer ou à adapter le secteur agricole au changement climatique, mais aussi des enjeux de gestion de l'eau, gestion des sols, biodiversité, bien-être animal, etc. Donc, c'est de nouvelles mesures qui sont importantes à signaler de par leur poids dans l'enveloppe des paiements directs, encore une fois, mais aussi parce que, et c'est ce qu'on va vous présenter dans la suite de cette soirée, ces écorégimes, ils vont représenter un des principaux éléments de différenciation des États membres dans leurs plans stratégiques nationaux. Mais on pourra y revenir dans la suite de nos propos. Merci beaucoup, Marine. Alors, la question qui vient un peu derrière, parce qu'il y a quand même une nouveauté un peu dans cette PAC, vous l'avez dit tous les deux, mais c'est le fait que l'Union européenne n'assure pas la gestion de manière directe, mais que cette gestion est déléguée en quelque sorte aux États membres. Et donc, ces plans stratégiques nationaux prennent une place très importante dans la façon dont est organisée la politique agricole commune. D'ailleurs, j'en recommande la lecture. Le plan stratégique national, j'ai regardé par curiosité avant cette table ronde. Le plan français fait à peine 987 pages.
Donc, c'est une lecture qui est intéressante à parcourir. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même des documents qui sont assez lourds et qui recouvrent justement des aides à la fois sectorielles et transversales, enfin, des dispositifs sectoriels et transversaux qui sont aussi très importants. Mais la question qui vient immédiatement derrière et de manière un peu prospective, c'est de savoir si justement cette façon de faire n'entraîne pas des risques de fragmentation au niveau européen, notamment dans un cadre effectivement qui a un petit peu changé, notamment avec la crise Covid d'une part, et puis surtout avec la guerre en Ukraine qui peut finalement refaire émerger un certain nombre d'intérêts nationaux, si on ne veut pas parler d'égoïsmes nationaux. Donc voilà, est-ce que là, il n'y a pas un risque et comment est-ce que vous pouvez nous le décrire et éventuellement esquisser un petit peu la façon dont vous voyez les choses pour l'avenir? Alors oui, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre en avant dans ce papier. Les choix qui ont été laissés à disposition des États membres vraiment parcourent l'ensemble des instruments de la politique agricole commune. Angelo est revenu sur les raisons de cette augmentation des marges de manœuvre, donc je ne vais pas y revenir. Mais on peut citer, par exemple, dans les différences qu'on peut trouver dans les États membres, des différences dans les pourcentages du budget alloués entre le premier et le second pilier. C'était déjà des choses qu'on trouvait dans les précédentes programmations. À ce niveau-là, nous n'avons pas pu enregistrer de fortes augmentations des disparités. Elles étaient déjà existantes. Et c'est peut-être quelque chose qu'on peut rappeler, c'est qu'on avait déjà une PAC qui autorisait un certain nombre de différences et d'ajustements au choix des États membres dans la précédente programmation pour s'adapter aux spécificités de chaque secteur agricole national. D'autre part, autre source de différence sur lesquelles nous ne nous sommes pas attardés dans l'article, mais que d'autres études qui sont parues. Alors, j'ai cité l'Institut Thunen, mais il y a aussi depuis quelques mois, en juin, il me semble, une étude commanditée par le Parlement européen qui a analysé les différents PSN déposés par les États membres sur les dernières versions, cette fois, donc c'est aussi intéressant, qui mentionne que les éléments de conditionnalité des aides de la politique agricole commune, c'est-à-dire les conditions que doivent respecter les agriculteurs pour avoir droit à certaines aides du premier pilier et du second pilier, eh bien, elles sont, là encore, dans leur définition, dans leurs critères, largement laissées au choix et à l'appréciation des États membres. Et je vais revenir donc sur ces éco-régimes sur lesquels on s'est davantage intéressé pour l'article qui est paru dans le Déméter. Ces éco-régimes, j'ai mentionné donc les objectifs qu'ils devaient poursuivre, mais les mesures qui étaient éligibles pour les agriculteurs étaient, là encore, laissées à l'appréciation des États membres. Et donc, la Commission européenne a eu beau jeu de publier un certain nombre de recommandations au courant de l'année 2021 pour établir un certain cadre pour ces éco-régimes, mais elles restaient très vagues, ces recommandations. Et donc, d'autre part, il faut savoir que, étant donné qu'on avait un niveau minimum de dépenses, j'ai évoqué ces 25% minimum de l'enveloppe des paiements directs qui doivent passer par les éco-régimes, les États membres ont, dans la plupart des cas, essayé de trouver un compromis entre un certain niveau d'exigence pour les pratiques éligibles dans le cadre des éco-régimes et le fait qu'il fallait aussi qu'ils soient assurés de dépenser un certain niveau du budget de la PAC dans le cadre des éco-régimes. Sachant que ce sont des mesures volontaires pour les agriculteurs, il fallait être sûr qu'ils étaient capables d'embarquer un nombre non négligeable d'agriculteurs. Donc, lorsqu'on lit les PSN, et nous ne les avons pas tous lus, François, vous avez rappelé que c'était des documents très volumineux. Donc, dans le cadre de l'article, on s'est davantage intéressé à l'exemple français et à l'exemple polonais, en ce qu'ils représentaient deux États membres avec des contextes et
et des ambitions très différentes sur le plan agricole, eh bien, on a pu constater que, d'une part, le nombre de mesures éligibles dans l'éco-régime était très disparate entre ces deux États membres, et d'autres études, celles du Parlement européen, ont également relevé ce niveau de disparité, mais également des niveaux d'ambition qui peuvent être différents. Alors, prenons l'exemple de la France. Pour la France, donc, on a 3 différentes voies possibles pour les agriculteurs pour l'éco-régime. Je pense que la plupart des participants les connaissent, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers, je vais les rappeler rapidement. On a une voie qui passe par ce qu'on appelle les pratiques agroécologiques. Donc, c'est le fait de diversifier ses cultures, de maintenir un certain pourcentage de prairies permanentes, d'avoir une couverture végétale entre les rangs de cultures pérennes. La deuxième voie, c'est de disposer de certifications environnementales pour les agriculteurs. Et la troisième possibilité pour accéder à cet éco-régime, c'est d'avoir des éléments favorables à la biodiversité dans les surfaces des agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture français a estimé il y a quelques mois que environ 90% des agriculteurs français s'étaient inscrits dans l'éco-régime et pouvaient y être éligibles. Ce qui montre que la stratégie plutôt visée par la France dans son plan stratégique, c'était d'avoir une mesure relativement démocratique, du moins qui puisse rassembler un maximum d'agriculteurs, alors que on a à l'inverse peut-être de ce spectre le cas de l'Allemagne qui a été là plus restrictif puisqu'ils se retrouvent confrontés à une sous-consommation de leur enveloppe des éco-régimes. Donc, ils risquent, s'ils ne consomment pas le niveau minimum de l'enveloppe dédiée à l'éco-régime, d'avoir un rappel à l'ordre de la Commission européenne, puisque chaque plan stratégique national doit passer par un processus de suivi et d'évaluation qui est à la charge de la Commission européenne. Et il est très probable que le gouvernement fédéral allemand décide de réévaluer à la hausse le montant des éco-régimes le montant à l'hectare des éco-régimes pour pallier le manque de souscription. Donc voilà des exemples différents de choix qui ont pu être opérés. Et puis, je voudrais également revenir sur d'autres sources de disparité, très rapidement. Mais ce sont les paiements couplés. Donc, ce sont des paiements qui concernent certains secteurs. Là encore, le type de secteur est laissé au choix de l'État membre. Et, chose importante, le montant est aussi laissé à l'appréciation de l'État membre. Et donc, ce qu'on a relevé dans l'article, c'est qu'on avait, par exemple, pour un même secteur, celui des légumineuses à graines, un État membre comme la France qui prévoyait un versement à l'hectare pour ce type de production de 105 € par hectare, alors que la Pologne prévoyait pour le même type de secteur un paiement à l'hectare de 204 €, donc presque le double, sans que ça ne soit justifié ou retoqué par la Commission européenne. Donc le risque que l'on entrevoit assez nettement, c'est que l'on ait d'une part donc un marché commun pour les produits agricoles, c'est le principe même de l'Union européenne, et d'autre part des règles différentes et des soutiens différents qui laissent courir le risque de disparité assez importante. Et je terminerai par un élément central et qu'on n'a pas encore cité, c'est le fait que les plans stratégiques nationaux doivent s'inscrire dans le pacte vert qu'Angelo a présenté. Les objectifs du pacte vert pour l'agriculture, ils veulent dire quoi? C'est la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est la baisse de l'usage des engrais, c'est l'augmentation des surfaces en agriculture biologique et c'est une part minimum de surface favorable à la biodiversité. Et alors, je vais repartager mon écran rapidement, mais pour vous montrer les différences que l'on peut trouver entre le PSN
de la France, le plan stratégique national français, et celui de la Pologne, encore une fois, qui est l'exemple sur lequel on s'était penché. Et les choix les ambitions qui sont affichées par ces deux États sont très différentes. Donc, vous voyez que pour la France, la diminution de l'usage des produits phyto serait à l'horizon 2025, par exemple, de moins 50%. Pour la Pologne, c'est d'une part pas le même indicateur qui est proposé dans le PSN et qui paraît potentiellement moins ambitieux. Un autre exemple, celui pour le pourcentage minimum de la surface agricole utile sous agriculture biologique. L'horizon européen pour 2030, c'est 25% au moins des surfaces agricoles de l'Union européenne sous agriculture biologique. La France se donne pour objectif à l'horizon 2027, qui est l'horizon de la fin de la programmation PAC. Donc on a une différence entre les objectifs du Green Deal et puis la programmation de la PAC, qui n'est pas calée sur le même calendrier. L'objectif de la France, c'est 18% de la SAU sous agriculture biologique en 2027. La Pologne démarre peut-être d'un état initial qui est en dessous de celui de la France, mais elle se donne pour objectif quelque chose de bien moins ambitieux, encore une fois, 7% de sa SAU sous agriculture biologique. Je ne vais pas passer tous les Marine, juste un point pour bien comprendre. Là, les objectifs qui sont dans la colonne objectifs européens, c'est les objectifs du pacte vert. Exactement. Voilà. C'est les objectifs que la Commission européenne a énoncés dans ses stratégies Farm to Fork et la stratégie biodiversité. Ces objectifs, alors il a fallu un petit peu de temps pour comprendre quel serait le point de départ, ça a été fait au fur et à mesure, mais vous voyez qu'en fait, d'ailleurs dans les différents PSN, le point de départ n'est pas toujours le même et l'horizon n'est pas toujours le même, les indicateurs ne sont pas toujours les mêmes et on a beaucoup de disparités sur les contributions de chaque PSN, de chaque État membre à ces objectifs européens du pacte vert. Et d'ailleurs, on ne comprend pas toujours très clairement dans quelle mesure les différents PSN vont contribuer à ce pacte vert. Merci beaucoup, Marine. Alors, on peut peut-être rester 2 secondes sur cette question un peu de la fragmentation et de la relation entre les PSN et puis les objectifs globaux de la politique agricole commune. On prendra les questions à la fin, mais il y a quand même une question là dans le chat de Thierry Pouche qui demande si une telle hétérogénéité des PSN pourrait conduire dans la prochaine PAC à les supprimer. Et en même temps, moi, en vous écoutant, je me dis, bon, finalement, on a quand même des objectifs européens qui sont affirmés. Ensuite, on se dit, de toute façon, on n'a pas de pouvoir de contrainte non plus trop fort pour faire avancer l'ensemble des pays qui sont quand même dans des situations qui sont très différentes exactement du même pas. Donc, finalement, laisser se fixer des ambitions communes et ensuite laisser les uns et les autres avancer à peu près comme ils le souhaitent en essayant d'avoir une pression sympathique pour faire en sorte qu'on arrive quand même à peu près aux mêmes objectifs, c'est peut-être pas la moins mauvaise des méthodes. Alors en même temps, j'ai compris qu'effectivement, avec l'exemple de l'Allemagne, finalement, moins les objectifs étaient exigeants, plus on avait de chances peut-être d'émarger au dispositif. Bon, donc il y a sans doute des effets un peu retors, mais en même temps, est-ce qu'il y a moyen de faire vraiment autrement? Alors, peut-être en 2 minutes là-dessus avant qu'on avance dans nos autres thématiques, mais quel est votre sentiment là-dessus? La question intéressante, ensuite concrètement, il serait intéressant de voir comment les États membres réagiraient, le Conseil réagirait si la Commission européenne proposait de revenir à l'ancien mode de fonctionnement. Alors certes, les administrations nationales se sont sans doute un peu tiré les cheveux lorsqu'il a fallu préparer, rédiger et en concertation avec les acteurs de la société civile et du milieu agricole, les PSN. Maintenant que cette organisation est mise en place et que les marges de manœuvre sont laissées dans les mains des États membres, il me semble assez compliqué de voir ceux-ci accepter de revenir à l'ancien mode de fonctionnement. Par contre, il serait intéressant de tirer le bilan de quels États membres
seront les gagnants ou les perdants de ce nouveau mode de fonctionnement. Merci beaucoup. Alors, ça nous amène aussi à la question suivante, qui est celle sur laquelle je voulais lancer Angelo, sur les questions de souveraineté alimentaire. Je peux ajouter sur cela Ouais, le témoignage. Alors, ce système de gestion a signifié pour des États comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, de se doter d'une bureaucratie qui n'était pas là. En Italie, surtout, les développements ruraux, c'était pour les régions. Il n'y avait pas il y avait une personne dans la bureaucratie du ministère qui s'occupait du développement rural, parce que c'était tout délégué aux régions. Maintenant, le développement rural, c'est dans le plan stratégique national. Cela a créé la nécessité d'avoir une bureaucratie nationale qui, avant, n'était pas nécessaire. Et on sait bien que quand une bureaucratie s'établit, c'est très difficile de dire « Ok, on n'a plus besoin de vous ». Et là aussi, quand j'ai parlé avec le commissaire Phil Hogan, et je lui demandé « Mais ce plan national, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que moi, je parle avec Rome. Je ne parle pas avec Milan ou toutes les régions. Hein. Et cela, c'était un trauma en Italie, parce qu'on n'était pas préparé pour ça. On a dû construire toute une architecture qu'elle n'avait pas. Et maintenant, je pense que c'est très difficile de faire marche arrière sur ce point. Merci. Merci Angelo. Alors en même temps, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était aussi une mesure qui visait à diminuer le nombre de fonctionnaires européens qui étaient consacrés aux questions de la politique agricole commune. Donc il est bien possible aussi quand même de pouvoir de revenir en arrière sur ces différents choix. Il y avait une phrase récurrente dans le premier étage du débat. En 2018-2020, parce que la Commission disait oui, mais vous voyez, cela c'est une simplification. La réponse des États membres était oui, c'est une simplification pour vous, pour la Commission européenne, mais pas pour nous et pas pour pour les agriculteurs. La responsabilité a été toujours beaucoup sur les administrations nationales, sur la bureaucratie nationale et régionale. Hein. Cela a déjà été démontré que la simplification de la PAC, c'était responsabilité déjà des États membres. Mais quand il y avait les premières phases, les premières étages du débat, la réaction, c'était comme ça, oui, c'est simplification pour les institutions européennes, mais pas pour les États, les États membres. Et puis, j'ajouterais rapidement sur ces jeux de pouvoir entre la Commission européenne et les États membres. L'élément qu'on n'a pas encore signalé, c'est le fait que depuis 2009 et le traité de Lisbonne, l'agriculture est tombée dans le domaine des compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres. Donc le rôle des États membres, on a mentionné le fait que les disparités étaient déjà là dans les précédentes programmations. Donc certains éléments n'ont pas bougé à ce niveau-là, mais ne font que se confirmer et s'amplifier, mais le mouvement était déjà là. Le fait que l'agriculture soit une compétence partagée participe de ce mouvement de fragmentation de la politique commune au niveau des différents États membres. Alors, ça nous amène justement à cette question qu'on voulait aborder de la souveraineté alimentaire, qui a été mentionnée aussi par Sébastien tout à l'heure, parce que un des éléments quand même relativement nouveaux, alors qui nous apparaît déjà ancien, mais qui en fait est relativement nouveau dans la façon dont il s'inscrit dans nos États, justement, c'est cette question de souveraineté alimentaire qui revient sur le devant de la scène. Alors on a en France, par exemple, un ministère je risque de me tromper sur son nom, mais de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. C'est le cas aussi dans d'autres pays. Et cette question de la souveraineté alimentaire, elle se pose aussi évidemment à l'échelle européenne, mais derrière ce terme-là se cachent justement des réalités, des ambitions qui peuvent être différentes et voire même qui peuvent être un tout petit peu concurrentes. Donc voilà, là-dessus, ça serait intéressant aussi de
de savoir un petit peu comment vous voyez les choses, comment est-ce que la politique agricole commune a traité de cette problématique à l'origine, et surtout comment est-ce qu'elle se joue aujourd'hui au regard donc des nouvelles réalités dans lesquelles on est plongé. Angelo. Merci. Alors, en quelques minutes sur ce thème vaste. Voilà. Oui. Je vais essayer d'être. Je serai bref. Alors, souveraineté alimentaire, c'est un concept des mobilisations politiques. C'est pas un concept analytique. C'est pas pour la compréhension, c'est pour la mobilisation. Alors, on a différentes versions de la souveraineté en Europe et de la souveraineté alimentaire aussi. Souveraineté, c'est un terme, c'est un concept politique qui revient quand il y a besoin quand on se pose comme société la question qui a le pouvoir et pourquoi. Quand on sent la nécessité de se poser cette question, alors il y a un problème de représentance et alors le concept de souveraineté revient. Le concept de souveraineté, c'était très diffusé. Les maîtres à penser, on dit Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. Il vient quand il faut établir l'État-nation, la configuration du pouvoir d'État-nation. Et on est dans les mêmes situations. Mais nous, on se concentre maintenant sur la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté est un concept qui a été décliné aux intérêts politiques. Récemment, on a entendu parler des souverainetés pas mal dans le Brexit, dans le processus de la Brexit. La souveraineté était le mot-clé pour exprimer le concept de « take the control back », de reprendre le contrôle par les Britanniques. Et dans le domaine alimentaire, l'élaboration originaire, je me souviens, c'était des souverainetés alimentaires, a été élaborée dans les années 1990 par les mouvements altermondialistes, les mouvements paysans locaux, parce que la souveraineté alimentaire, c'est le concept que s'opposer à l'ordre commercial multilatéral scellé par l'OMC. Alors, on a un concept altermondialiste. La France, récemment, a réussi une opération très sophistiquée, je dois dire, parce qu'elle a réussi à changer de son à ces concepts-là. Plus qu'un concept de résistance en France, c'est devenu un concept de puissance, mais avec un côté global très important, un côté aussi solidaire aussi important, et commercial. La France a ajouté souveraineté alimentaire au nom du ministère de l'Agriculture pour poursuivre une stratégie que croise les pactes verts et croise aussi le concept de réciprocité. C'est quoi pour les non-experts d'agriculture? La réciprocité, on dit c'est réciprocité en agriculture quand on parle de parité des conditions de production entre agriculteurs UE et des pays tiers. Alors, la France a intégré le concept de souveraineté alimentaire dans les pactes verts européens comme projet mondialiste de affirmation de la puissance normative de l'Union européenne, des standards de l'Union européenne, standards de durabilité où l'Union européenne doit être le précurseur avec la réciprocité. À savoir, OK, nous, on va mettre les standards verts, mais les autres doivent nous suivre. Et c'est très intelligent parce que c'est une souveraineté ouverte au monde. Troisième version, souveraineté alimentaire nationaliste. On a vu la souveraineté alimentaire altermondialiste, la souveraineté alimentaire mondialiste. Troisième, souveraineté alimentaire nationaliste. L'exemple le plus précis, c'est le gouvernement italien qui a suivi la France, a ajouté au nom de son ministère de l'Agriculture le binôme souveraineté alimentaire. Mais c'est clair que Rome est plus intéressé à décliner les concepts dans une façon identitaire, nationaliste, basée sur les primautés de la nation. Rome ne regarde pas au monde. Rome regarde
à l'Italie, au Made in Italy. Non, le gouvernement nationaliste italien a aussi un ministère sur le Made in Italy. Et c'était le ministère du développement économique. A été transformé le nom du ministère du Made in Italy, parce que le Made in Italy, c'est mieux que l'autre. Au niveau européen, la souveraineté est souvent confondue avec l'autonomie. Alors, l'accent, c'est l'autosuffisance, la production interne, mais aussi avec la sécurité alimentaire. Le commissaire à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, il fait pas mal de confusion sur les deux termes. Mais quand on parle de sécurité alimentaire, le concept c'est plus complexe. C'est pas juste de produire nous-mêmes notre nourriture. C'est aussi d'assurer un accès équitable à la nourriture et avoir une stabilité d'approvisionnement. Ça veut dire aussi avoir du trade, avoir du commerce avec les autres. Alors, je voudrais proposer, c'est pas mon concept, mais en faisant neutre, propre, difficilement utilisable à fin instrumentale de concept, c'est qu'elle proposait de groupes d'experts d'autres niveaux de la FAO en 2020, qu'ils ont ajouté 2 dimensions à la définition normative de sécurité alimentaire. Ces 2 dimensions sont la durabilité, parce qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire à long terme sans durabilité, et il appelle en anglais le agency, que je pense pouvoir traduire en français comme pouvoir, capacité d'action. Il dit que cette agency, cette dimension de la sécurité alimentaire, c'est la capacité des individus ou des groupes à prendre leurs propres décisions concernant les aliments qu'ils consomment, qu'ils produisent et la manière dont ces aliments sont produits, transformés et distribués au sein du système alimentaire. Cela me semble, on ne s'appelle pas souveraineté, mais c'est un bon terrain d'encontre pour parler de cette dimension qui est là, qui est indéniable, mais qui est souvent déclinée aux intérêts particuliers. Et en dernière note, il y a une définition très émouvante du concept, aussi très ouvert. Je l'ai trouvé sur le géopolitique doublé de Sébastien Abyss, qui relance une définition du juriste française Mireille Delmas-Marty, de la nécessité d'une souveraineté alimentaire solidaire et non pas solitaire. C'est aussi un concept que j'apprécie beaucoup. Et parce qu'il maintient aussi une approche globale, mais en même temps pragmatique. Et oui, c'est tout pour l'instant. Je suis prêt à continuer. Merci Angelo. Merci pour ces clarifications, y compris sur le sens des mots et puis justement sur la diversité des contenus qu'on peut mettre derrière ces concepts, ce qui n'est pas du tout anodin, puisque derrière, on a quand même des politiques qui se développent, qui peuvent aller dans des directions qui sont très différentes. De ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant aussi de voir que ces questions de souveraineté alimentaire ou de sécurité alimentaire qui se posent aujourd'hui à l'échelle des États européens, qui se posent aussi à l'échelle de l'Union européenne, se posent aussi à un niveau international. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à essayer d'assurer, disons, une sécurité alimentaire avec les 2 autres dimensions qu'Angelo vient de rappeler. De ce point de vue-là, Marine, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un changement véritablement dans l'équilibre, dans la façon dont les grandes puissances mondiales se saisissent de ce concept-là et surtout le mettent en action? Mais qu'est-ce que ça change justement dans le paysage mondial des échanges alimentaires? Alors, lorsqu'on s'intéresse aux différentes politiques agricoles qui peuvent être mises en place par de grandes puissances, on remarque que finalement l'Union européenne est peut-être un peu isolée ou à contre-courant du mouvement observé à l'international. Et je vais prendre 2 exemples pour illustrer cette différence de vue entre ce qui est l'approche
au niveau de l'Union européenne et ce que font d'autres puissances. D'une part, l'exemple américain, pour lequel aux États-Unis on parle davantage de food power que de souveraineté alimentaire, donc plutôt de puissance, de pouvoir alimentaire, ce qui est intéressant d'un point de vue lexical. Ce pouvoir, les États-Unis l'ont fondé, l'ont construit sur leur surplus et sur leur capacité d'exportation historique. Dans leur politique agricole, qui reste massive, même si elle a connu des évolutions, ils n'ont pas du tout suivi le même mouvement que celui qu'on a pu connaître au sein de la politique agricole commune, qui s'est mise en adéquation avec les règles du multilatéralisme, avec les règles de l'OMC. Les États-Unis, par exemple, continuent de verser massivement des aides aux agriculteurs qui sont distribuées selon l'évolution de leur chiffre d'affaires, par exemple, ce qu'on appelle des aides contracycliques ou selon l'évolution du prix. Donc ce sont des aides qui varient en fonction de l'évolution des prix des agriculteurs ou de leur chiffre d'affaires et qui viennent compenser en période de diminution de ce chiffre d'affaires ou de ces prix les pertes encourues par les agriculteurs. Ce type de soutien, c'est tabou totalement dans l'Union européenne. C'est vraiment quelque chose qui a été, dont il n'est plus question. Ce type de mécanisme de régulation des revenus, puisqu'on est passé sur une logique d'aide à l'hectare qui reste constante, quelles que soient les conditions de marché, qu'il y ait une guerre en Ukraine, qu'il y ait une pandémie. On va autoriser les États membres à verser des aides nationales qui sont limitées et qui doivent respecter les conditions de l'Organisation mondiale du commerce. Ils ont, côté américain, ils ont aussi un élément qui est vraiment très caractéristique de leur politique agricole, c'est le lien fort à l'alimentation et à l'aide alimentaire nationale. En fait, les 3/4 de leur du budget de leur politique agricole sont réservés à cette aide alimentaire pour les Américains. Alors, bien sûr, on pourrait débattre sur le fait que leur système de sécurité sociale, leurs filets de sécurité sociaux sont différents de ceux que l'on a dans l'Union européenne, mais il n'en reste pas moins intéressant de constater que pour leur sécurité alimentaire, on a une articulation entre l'aspect agricole, l'aspect production et le lien avec la société civile, finalement. Ce qui contribue aussi à justifier auprès des Américains le fait d'avoir une politique agricole qui reste forte, financièrement parlant. Bon, ça a été encore renforcé, leur politique agricole a été encore renforcée depuis la guerre en Ukraine, puisqu'ils ont eu ce paquet, cette Inflation Reduction Act, qui a un volet agricole massif. C'est 20 milliards de dollars qui ont été ajoutés sur le volet agricole, en plus du Farm Bill, en plus de leur politique agricole, pour les 5 prochaines années. Donc, qui met notamment l'accent sur l'adaptation, l'atténuation du changement climatique pour l'agriculture, la préservation des ressources naturelles. Mais voilà, l'agriculture reste une dimension stratégique centrale pour ce pays. Et l'autre exemple que je souhaiterais citer, c'est celui de la Chine, qui, alors là, est dans une configuration radicalement différente de celle des États-Unis, puisqu'ils sont structurellement dépendants des importations pour ce qui est du secteur agricole, pour ce qui est des denrées alimentaires. Ils manquent de terres arables. Et en plus, ils font face à des changements d'habitudes alimentaires importants au sein de leur population, avec davantage de produits d'origine animale notamment. Mais l'agriculture, et encore une fois, fait partie des priorités politiques du gouvernement chinois. Dès 2008, la Chine s'est dotée d'un plan dans lequel elle se donnait pour objectif l'autosuffisance en blé, en riz par exemple, à l'horizon 2030. Alors, ça rappelle des objectifs qui ont pu être énoncés à la création de la PAC dans l'Union européenne,
ça figure encore, cet objectif d'autosuffisance, d'augmentation de la production, figure encore dans le traité fondateur de l'Union, le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Mais ça n'est plus présent dans les derniers textes parus, ce n'est plus présent dans la stratégie Farm to Fork, ça n'est pas présent dans les différentes interventions, dans les différents objectifs d'intervention qu'on a cités depuis le début de cette soirée. La Chine a réinsisté sur cet objectif de sécurité alimentaire dans son dernier plan, dans le plan qui est paru en 2020 ou 2021. Et ça s'associe à une politique de stockage également massive qui, là encore, peut être contraire aux règles de l'OMC. En parallèle de ça, donc, l'Union européenne, pourquoi on peut estimer qu'elle se situe à contre-courant? Parce que d'une part, le niveau de soutien versé au secteur agricole diminue en pourcentage du PIB européen, à l'inverse des États-Unis qui stabilisent ce niveau de soutien ou de la Chine qui l'augmente, alors qu'il démarrait peut-être d'un niveau inférieur à ce qu'on pouvait avoir au niveau de l'Union européenne, mais il n'en reste pas moins que les tendances sont radicalement différentes. Et puis, du point de vue des instruments, donc, on n'a plus du tout, ou presque, c'est réduit à la portion congrue, d'outils de régulation des marchés, donc, contrairement aux autres puissances que j'ai citées. Et on pourrait prendre, bien sûr, d'autres exemples. Merci beaucoup, Marine. Alors, quand même, sur cette diminution des budgets de la PAC, on reste quand même à 30%, un peu plus de 30% du budget européen. Donc, c'est juste parce que vous mentionnez depuis tout à l'heure cette diminution, ce qui est juste, hein, vous avez insisté dessus, ça reste quand même un poste pas totalement anodin. Merci beaucoup. Il est temps de clore cette table ronde. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions. Merci à vous. Christian, même s'il nous a quittés. Merci à Anaïs et à Aude et Roxane pour leur aide. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt, j'espère, sur cette problématique. Merci beaucoup et bonne soirée.